Chloé Ridel, merci. Tu es co-directrice de l'Institut Rousseau, militante associative, notamment dans les enjeux de démocratie et d'encouragement à mieux voter pour la nouvelle génération. Tu es beaucoup investi dans les mouvements de ta génération qui veulent réenchanter, réinventer la vie politique. Et ce que nous te demandons à Esprit Civique, c'est d'abord de nous aider à voir clair dans cette mosaïque des mouvements de jeunesse, des think tanks, des lieux où des personnes de ta génération s'engagent aujourd'hui. Comment est-ce que tu pourrais les caractériser? Qu'est-ce qui les unifie? Qu'est-ce qui les différencie? Alors, d'abord, tu as raison, Dominique, et merci pour ton invitation. Tu as raison de dire qu'il y a toute une génération, que moi j'appelle la génération 1989, et je vais expliquer ensuite pourquoi, qui se sont formés à l'engagement politique en dehors des partis politiques. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe une myriade d'associations, de collectifs. Je vais en citer quelques-uns. On pourrait penser par exemple à Alternativa, un mouvement vraiment d'engagement de jeunesse qui organise les marches pour le climat, qui sont maintenant devenues une institution. On peut penser à des nouveaux médias comme Le Vent se lève. On peut penser à des think tanks comme l'Institut Rousseau, comme Hémisphère Gauche, et aussi à des mouvements politiques, mais en dehors des partis politiques, comme par exemple plus récemment la Primaire populaire. Toutes ces structures qui ont des objets différents. Un média n'est pas un think tank, n'est pas une association de mobilisation pour la lutte climatique qui va avoir vocation à mener des actions concrètes, etc. Elles n'ont pas toutes le même but, néanmoins elles s'inscrivent effectivement dans une même logique qui révèle une certaine méfiance à l'égard des partis politiques qui peut-être n'ont pas su s'adapter à ces nouvelles formes d'engagement ou qui sont perçus comme des syndicats d'élus, des structures qui ne pensent plus, qui sont un peu sclérosées. Bon. Donc c'est vrai que c'est une génération qui s'est construite en dehors des partis politiques, mais qui a néanmoins conscience de leur importance. Et on voit bien aujourd'hui avec la Primaire populaire, par exemple, leur premier objectif, ça a été quand même d'aller parler aux partis politiques parce qu'ils ont bien compris que quand il s'agit non plus de marcher dans la rue, mais d'aller conquérir le pouvoir, évidemment qu'on a besoin de s'organiser en partis politiques. Mais cette génération, je pense que ce qui la caractérise, au-delà du fait qu'on a chacun nos sensibilités différentes, c'est une forme de radicalité qui est héritée de ce que nous avons vécu, en fait. Quand je parle de génération 1989, c'est pas pour dire qu'on est tous nés en 1989, mais qu'on a tous été marqués, qu'on est nés déjà depuis 1989, mais qu'on a tous été marqués par une espèce d'histoire qu'on nous racontait, la fin de l'histoire. On a grandi dans les années 90 où on nous disait, on nous promettait un monde de démocratie, de stabilité, de prospérité. C'était un peu We Are the World, tu vois, on se tenait la main, on chantait, etc. C'était l'Europe heureuse, tout ça. On a grandi là-dedans. Et en fait, ce qu'on a vécu, c'est vraiment pas ça. Et aujourd'hui, il en reste peu de choses de ce récit. On a été confronté au retour tragique de l'histoire avec 3 grandes crises. La crise du 11 septembre, le terrorisme islamique international. La crise des subprimes, la crise financière qui bouche l'avenir. Récemment, la pandémie de Covid, et puis au-delà de ces 3 crises, le mur climatique, je veux dire, qui douche nos espérances et qui nous donne une sorte d'envie de simplement de ne pas regarder et subir les à-coups tragiques de l'histoire, mais de la faire l'histoire et de se la réapproprier. Donc je crois qu'il y a une forme de radicalité qui nous caractérise tous, en dépit, je te disais, des filiations différentes. Alors, un mot quand même, génération 89, mais des filiations différentes. Est-ce qu'il y a des racines politiques dans ces mouvements ou est-ce qu'ils sont vraiment novateurs sur le plan philosophique? Ils se rattachent à des traditions? Absolument, ils se rattachent tous à des traditions, c'est une très bonne question, c'est intéressant. Par exemple, à l'Institut Rousseau, on se revendique Jean-Jacques Rousseau, et d'une pensée, on parle d'écologie républicaine. C'est un concept relativement neuf, d'essayer de marier 2 traditions de pensée, la tradition de pensée républicaine avec la tradition de pensée de l'écologie politique, mais c'est précisément ce qu'on veut faire. Et donc évidemment que nous sommes les héritiers de tous ceux qui avant nous ont pensé la République et ont pensé l'écologie.
des mouvements comme, par exemple, des médias comme Le Vent se lève sont les héritiers d'une forme de gauche sociale qui a à un moment été intéressée par le concept de populisme, avec Mélenchon et puis des penseurs comme Chantal Mouffe, par exemple. Voilà, j'imagine la primaire populaire s'incarne par un socle un peu plus issu de la gauche sociétale, hérité des mouvements libertaires de mai 68, mais pas que. Et croisé avec coexister dans une autre tradition. Oui, oui, oui. Des racines spirituelles. Absolument, absolument. Donc une diversité. On est tous fidèles à quelque chose, bien sûr. Donc des racines. Et puis à un moment, Kairos a décrit trois dates, une génération qui réinvente la politique, mais pas dans le chemin des institutions politiques, à côté, sans les mépriser. Donc cette tension, elle est intéressante, c'est qu'on sait que à la fin, il y a l'institution politique qui passe par l'organisation collective, qu'on peut appeler un parti, qu'on peut appeler autrement, mais pour l'instant, il n'y a pas de forme naturelle d'atterrissage pour ces mouvements. C'est un temps d'engagement qui évite l'enfermement dans un parti. Cette défiance, elle est liée à l'état actuel des partis ou elle est plus structurelle? Je pense qu'elle est plus structurelle, elle est liée à l'effondrement des structures d'organisation collective. Partis politiques, syndicats, elle est liée à la montée de l'individualisme. Bien sûr que nous sommes pétris de ça. Et même si, je pense qu'on ne le dit pas suffisamment, mais c'est vrai que derrière la critique des partis politiques et derrière la réticence de certains à entrer dans des partis politiques, il y a aussi cette réticence à faire partie d'un collectif qu'on ne maîtrise pas, à se montrer solidaire de la parole de n'importe qui parle au nom du parti. Ça, je crois que ce sont toujours des attitudes qui existent et on n'a pas perdu le sens de, du collectif et de la solidarité, mais c'est peut-être moins évident pour des gens de notre génération qui, sur les réseaux sociaux, s'expriment en tant que personne qui exacerbe un peu la personne, l'expression individuelle. Bon. Mais je crois quand même que le fait qu'on se soit construit en dehors des partis politiques vient aussi de la méfiance terrible de toute l'opinion envers les partis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que si demain on prend notre carte dans un parti, on va être réduit à l'état de politique, c'est-à-dire être déprécié, notre parole dans le débat public va s'en trouver avili. Ouais, amenuisé, avili, et je crois que c'est terrible. Il faut lutter contre ça, mais c'est la réalité, en fait. Vous imaginez la violence de ce jugement pour ceux qui sont engagés dans le parti? Je l'imagine, mais je la regrette, parce que mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous vous revendiquez d'une association ou d'un think tank ou de que sais-je, il y a une certaine noblesse. Il y a une certaine noblesse, alors que quand effectivement vous donnez autant de votre temps, mais dans un parti politique, vous êtes marqué de quelque chose qui n'est pas positif. Ouais, il y a tout ça. Alors, sur l'horizon philosophique, on a vu la place de l'écologie. Est-ce que, au-delà même du champ de l'écologie, on peut distinguer un horizon philosophique qui relie ces différents mouvements jeunes, think tank, médias encore, qui réinventent la politique aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont marqués par une visée philosophique commune? On a évoqué leurs racines diverses. Qu'est-ce qu'ils ont de commun dans la visée du monde? Comment je peux dire? Je crois que c'est l'écologie, parce que c'est le grand défi de notre génération, de notre siècle, et c'est ça qui peut les rassembler. L'enjeu, c'est la survie. C'est, à mon avis, la capacité à retrouver des perspectives d'avenir et à maîtriser notre futur. En fait, quand on grandit et qu'on vous dit un monde à plus 2, plus 4 degrés, ça a des conséquences sur tel degré de réchauffement, des zones entières qui deviennent inhabitables, des sortes de phénomènes météorologiques qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le domaine de l'incertitude. C'est même plus la société du risque. Ulrich Beck, un grand sociologue allemand, parlait à la fin du XXe siècle de la société du risque. Aujourd'hui, on est dans la société de l'incertitude. C'est Edgar Morin qui dit beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on n'est même plus capable de calculer les risques. On n'en sait rien. Et je pense que notre génération veut retrouver une forme de certitude sur certaines choses. La certitude que nos enfants vont pouvoir respirer, vivre, avoir une vie peut-être aussi bonne que la nôtre. C'est Bruno Latour qui le dit, c'est la question
de la capacité à générer le monde qui est posée à votre génération. C'est la question des enfants, la question qui devient une question existentielle et qui est un phénomène tout à fait nouveau. Il y a beaucoup de gens de votre génération qui ne veulent pas avoir d'enfants parce que en fait, les perspectives d'avenir sont bouchées. Vous savez, quand une société se met à ne plus faire d'enfants, comme ça a été le cas par exemple dans les sociétés d'Europe centrale et orientale pendant l'URSS, c'est que vraiment votre avenir il est bouché, quoi. Donc je crois que l'écologie peut nous rassembler. Il y a bien des manières de penser l'écologie. Moi en tout cas j'ai choisi de la penser comme étant ancrée dans la tradition républicaine française, et c'était le sens d'un manifeste qu'on a publié qui s'appelle le Manifeste pour une échelle humaine, avec 40 personnes qui venaient de tous horizons, des mouvements climat, des partis politiques, etc. Et on a réussi à se réunir sur un texte de doctrine, donc c'est possible. Un mot sur les processus démocratiques, c'est un petit peu notre réunion aujourd'hui avec l'UNI, elle sert à identifier quels seraient des processus qui réconcilient le mouvement social, celui des personnes, celui du mouvement social, des organisations et l'univers des partis politiques et des institutions républicaines. Comment est-ce qu'on réconcilie tout ça? Quels sont les processus imaginés? Alors, on a à un moment donné pensé à une 6e République, à une nouvelle République, d'autres mettre en valeur les logiques de participation citoyenne. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une sorte de boîte à outils qui est en train de s'inventer? Est-ce que les idées sont convergentes, elles s'articulent, ou est-ce qu'elles sont divergentes? Je pense qu'effectivement, il y a une boîte à outils qui est en train de s'inventer, parce que ça fait beaucoup de temps maintenant qu'on parle de démocratie participative, qu'on réfléchit sur tous ces sujets. Je crois néanmoins que derrière... une sorte de fatigue de ce traité de la démocratie participative, non? Parce qu'en fait, on voit bien que ça m'a... Vous avez eu le grand débat. Qui a participé au grand débat? Les classes aisées et les personnes âgées. Donc, je ne suis pas certaine, pour être franche, qu'il y a un vrai désir de participation chez les Français, que les Français veuillent donner leur soirée, leur week-end pour participer effectivement. En revanche, les Français veulent pouvoir reprendre le contrôle quand ils ont l'impression que leurs dirigeants ne prennent pas des décisions qui sont dans leur intérêt. C'était le sens de la demande des Gilets jaunes autour du RIC, à mon avis, du référendum d'initiative citoyenne. C'est une volonté de reprendre le contrôle quand l'exécution ne leur plaît pas, etc. Donc il y a un désir d'exécution sur certains. On a l'impression que le politique est impuissant et qu'il ne peut pas parfois exécuter des décisions qui paraissent de bon sens. Il faut changer les institutions, mais il faut aussi changer l'engagement personnel. Donc il faut vraiment l'engagement personnel. Il faut valoriser l'engagement personnel. Il y a des propositions qui émergent, par exemple, autour de congés payés bénévoles, pour le bénévolat. C'est-à-dire que vous êtes bénévole dans une association, vous bénéficiez de 2 jours de congés payés en plus pour avoir le temps de vous investir, ou comme une rétribution. Les droits nouveaux, mais des devoirs d'engagement aussi. On pourrait aussi imaginer des devoirs d'engagement. Je pense que c'est encore l'étape au-dessus, mais je pense qu'il faut d'abord savoir rémunérer ceux qui s'engagent. Il y a aussi un autre levier, c'était celui des contrats aidés dont pouvaient bénéficier les associations.